Parfait, parfait. Bon, on peut démarrer. Tout d'abord, un grand merci à tout le monde de participer à ce premier webinaire organisé par Digit89. Surtout de prendre du temps pendant votre pause lunch. Je vous rassure, je ne vous entends pas manger, pour ceux qui sont en train de manger. Par contre, n'hésitez surtout pas de poser toutes vos questions dans le chat. On va essayer de couvrir les questions pendant le webinaire. Et si on n'arrive pas à tout couvrir, de toute façon, il y aura un suivi par écrit de toutes les questions. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à réagir. Peut-être pour vous expliquer un peu le cadre, on lance cette série de webinaires avec Digit89 où on va en fait aborder des sujets qui sont propres à l'écosystème de Digit89, c'est-à-dire les problématiques de trésorerie, les problématiques de délai de paiement, la relation client-fournisseur, la finance durable, etc. Il y aura plein de sujets. Pour ce premier webinaire, on est parti sur un challenge clé pour de nombreuses entreprises, voire même toutes les entreprises. Ce sont les problématiques de trésorerie court terme. Alors, pour vulgariser, c'est la trésorerie qui vous sert à votre activité, à acheter votre marchandise, à produire, etc. Et alors, pour répondre au mieux et de manière plus pertinente à cette problématique, on a décidé d'aujourd'hui se concentrer sur une audience bien précise. On parle aux startups et aux scale-up. Peut-être pour vous expliquer comment nous est venue l'idée de ce premier sujet, c'est venu assez naturellement, puisque dans l'activité de Digit89, on est souvent en contact avec des startups et scale-up. Et les témoignages qu'on a eus étaient souvent assez identiques, c'est-à-dire des super chouettes projets, des chouettes produits, des entreprises avec des belles croissances, mais par contre des croissances qui sont freinées. Freinées par quoi? Par des problématiques de trésorerie court terme. Ce qu'on remarquait, c'est que beaucoup des entreprises avaient des délais de paiement assez faibles avec leurs fournisseurs. Alors ça s'explique parce que soit la startup se sent trop petite pour négocier des délais de paiement avec ses fournisseurs, soit elle n'a pas le choix, soit parfois le fournisseur impose des délais de paiement courts parce que la startup a trop peu d'historique. Et d'un autre côté, par contre, des délais de paiement souvent très longs avec leurs clients. Et ce qu'on remarquait, c'est que quand les clients étaient de relativement grande taille, ces délais de paiement devenaient encore plus importants. Donc des grosses entreprises qui imposaient leurs conditions de paiement de 60 jours fin de mois, parfois même plus. Et donc ce gap, et c'est vraiment ça dont on va parler aujourd'hui, ce gap entre le moment où ils payent leurs fournisseurs très tôt et ces entreprises sont payées très tard par leurs clients, ça crée un besoin de liquidité on appelle ça d'ailleurs le besoin de fonds de roulement, le BFR, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais donc c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y a un autre élément en discutant avec les différentes entreprises qu'on a remarqué, c'est que la situation s'empirait en fait lorsque l'entreprise avait une mauvaise gestion de sa relation avec ses clients et donc elle se retrouvait avec des retards de paiement et donc elle voyait son BFR qui venait encore augmenter et donc empirer la situation et le besoin de trésorerie. En plus, bon, voilà, les startups, ils ont intérêt pour avoir des économies d'échelle à produire un peu plus, mais donc du coup, ça crée des stocks qui doivent aussi être financés et donc qui viennent encore empirer la situation. Et cette situation, en fait, s'aggrave au fur et à mesure que l'entreprise croît, puisque le volume des commandes grandit. Et donc, c'est vraiment de cette problématique qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, c'est vraiment pas un cas isolé. On parle d'ailleurs que plus ou moins un quart des faillites sont dues à des retards et délais de paiement. Et donc, pour répondre à cette problématique, on a aujourd'hui la chance d'avoir 3 intervenants. On a tout d'abord Karine Maquet, qui rentre maintenant dans le call. Bonjour Karine. Bonjour Anne, bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Alors, Karine va avoir aujourd'hui la casquette de l'experte 360 degrés, donc le côté stratégie, le côté team management, le côté gestion de la relation client. Alors, Karine, elle a eu 10 ans d'expérience au sein de PwC en consultance et en audit, et elle est depuis 16 ans directrice de Camco. Alors, Camco, c'est une entreprise qui conseille les PME vraiment au niveau 360 degrés, donc sur tous les différents domaines. Et Karine, c'est plus de 150 entrepreneurs coachés, 60 entreprises conseillées. Et ça fait maintenant plus ou moins 13 ans qu'elle fait un vrai focus sur les startups et scale-up. Elle est en plus mentor de différents programmes comme Beyond, Reactor, BeAngel et j'en passe. Donc voilà, donc merci Karine en tout cas de participer à ce premier webinaire de Digit89. Avec plaisir. Alors ensuite, nous avons Arnaud Anger. Bonjour Arnaud. Bonjour.
Arnaud va avoir aujourd'hui la casquette de l'expert solution de financement bancaire. Donc Arnaud de chez Belfius. Arnaud a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu bancaire. Il a été en charge de la solution factoring pendant plus ou moins 14 ans et depuis 3 ans spécialisé en transaction banking. Alors, transaction banking, pour vous expliquer, c'est tout ce qui touche au transactionnel au sens large. Et Arnaud va nous parler aujourd'hui de 3 solutions de financement au court terme. Donc, merci Arnaud d'être là. Parfait. Et puis ensuite, pour terminer, nous avons Diego de Bruyne. Bonjour Diego. Bonjour tout le monde. Alors Diego de chez Recover. Diego, donc je connais déjà depuis un certain temps puisqu'on était sur les bancs de l'UNIF ensemble, on était ensemble à Solvay. J'ai été beaucoup en contact avec lui ces derniers mois puisqu'il nous a pas mal partagé son expérience au sein de Recover. Il est depuis 3 ans business developer chez Recover. Et Recover, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel SaaS qui permet aux entreprises d'automatiser leur suivi des factures et surtout d'améliorer la gestion de la relation avec ses clients. Et donc Diego aujourd'hui va nous partager les bonnes pratiques en termes de suivi de factures et tenter de nous permettre, en tout cas de vous permettre, de réduire vos délais de paiement ou en tout cas de réduire les retards de paiement. Donc voilà, donc merci à tout le monde d'être là. Karine, je vais te laisser la main donc, pour parler de la première partie, donc plus au niveau général. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, l'objectif des différents aspects que je vais couvrir maintenant, et puis on aura l'occasion d'échanger sur les questions que vous avez plus tard dans la présentation, c'est de rappeler en fait ce qui peut aider ou peut poser problème dans tout ce qui est facturation client et récupération du cash. Donc, la première chose que moi j'ai constatée en venant des grandes sociétés, en arrivant dans les petites sociétés, c'est que les bonnes pratiques n'étaient pas forcément mises en place, soit parce qu'on n'avait pas les moyens humains, soit parce qu'on n'avait pas les moyens digitaux. Et Diego va en parler, maintenant il y a plein de solutions digitales qui nous facilitent le travail au niveau des startups et des scale-up, soit parce qu'on n'avait pas forcément les connaissances légales et les réflexes qui sont utiles quand on commence à développer son activité, spécialement en B2B ou en B2B2C, c'est-à-dire avec un interlocuteur de type société. Donc, la première des recommandations que je vous donnerai, c'est dès la mise en relation avec le client, c'est s'assurer que vous récoltez toutes les informations nécessaires pour pouvoir facturer correctement. Trop souvent, on commence une mission ou on commence une relation clientèle sans avoir vérifié d'avoir toutes les coordonnées de la personne qui va être votre interlocuteur en cas de problème de paiement au niveau compta, mais qui va être aussi le responsable business pour valider les purchase orders. Donc, le format de factures que je vois parfois dans les startups, ils sont tout simplement pas compatibles avec la plupart des ERP des clients, ce qui rend évidemment le traitement compliqué. Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dès le début de la mise en relation pour faciliter finalement l'intégration des factures que nous émettons en tant que startup et scale-up dans les systèmes de nos clients qui doivent valider la facture, accepter le paiement, voire deux ou triple validation du paiement. Tout ce qu'on fait en amont va en fait faciliter et augmenter la rapidité de recouvrement des créances commerciales. Ce qui est aussi important, alors c'est pas toujours facile au début, mais c'est d'essayer de bien comprendre quelle est la valeur maximale en termes de facture que votre client a les capacités d'approuver tout seul. Pourquoi ? Dans la plupart des sociétés, en fonction des responsabilités des gens, il y a des montants jusqu'à 15-20 000 euros qui peuvent approuver tout seul. Dès qu'on commence à se rapprocher de 50 000 euros, on se rapproche d'un engagement de ressources. Et donc là, en général, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle une cascade de validation, ce qui peut poser problème. Évidemment. Ça explique parfois pourquoi on met, en tant que start-up, 6 mois, 9 mois, 1 an à pouvoir pénétrer un corporate d'une certaine taille. Dernier aspect à discuter dès le début de la relation, on n'est pas dans un mode David contre Goliath, mais Goliath sait que vous êtes David et que donc c'est tout à fait normal de discuter de la rapidité avec laquelle vous facturez, d'échelonner les montants des facturations et de se mettre d'accord sur la fréquence. Parce qu'évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir émettre des factures le plus vite possible, aussi souvent que possible, moyennant évidemment ce qui a été convenu dans le contrat, afin de pouvoir récupérer le cash le plus vite possible. Alors, trop souvent, moi, je dis toujours, le cash, il n'est pas sale. C'est ce qu'on en fait qui est sale. Je me rends compte dans beaucoup de startups et de scale-up qu'il est très compliqué de rappeler un client pour lui dire qu'il n'a pas payé
sa facture ou qu'il est en retard de paiement. Alors heureusement, Diego en parlera plus tard, il y a plein de solutions digitales qui font le travail à notre place, mais ce qui est vraiment important, c'est que dès le premier jour de retard, le rappel de paiement parte avec toutes les informations nécessaires dans le mail, dans l'avis, qui permettent de faire le paiement. Les duplicata de la facture, le montant, les codes IBAN, les communications structurées, un QR code, tout ce qui peut en fait lever les obstacles au paiement, il faut le faire. S'il n'y a pas de réaction de la part de votre SPOC, le Single Point of Contact, eh bien, la meilleure des choses, c'est de prendre son téléphone et d'avoir une discussion avec lui pour comprendre s'il y a quelque chose de bloquant, en fait. Parfois, la facture, elle est bloquée à l'entrée parce qu'elle n'a pas le bon format. Okay. Alors, le dernier point, je crois que c'est important dans les startups et les scale-up, c'est de responsabiliser les sales et tout ce qui est account manager dans la récupération des créances. C'est eux qui établissent une relation privilégiée avec le client avant de commencer à bosser ensemble. C'est souvent eux qui peuvent décoincer une situation et pas forcément la compta externe, donc la fiduciaire externe, certainement pas, et pas non plus la responsable ou le responsable comptable administratif qui ne connaît ni d'elle ni d'Adam la personne à qui en fait il s'adresse. Troisième recommandation, autant que possible, quand on lance son activité, il faut éviter la concentration du chiffre d'affaires sur trop peu de clients. Alors, premier point, ce ne sont pas les plus riches qui payent le plus vite. Donc ça, c'est un fait, c'est un peu trash, mais c'est comme ça. La concentration du chiffre d'affaires sur, par exemple, 30 ou 40% minimum sur un client peut poser beaucoup de problèmes, notamment pour avoir accès à certains produits bancaires, dont le factoring, dont on parlera plus tard. Mais surtout, le fait de se concentrer sur un client ou deux ou trois qui ne payent pas et de donner tous nos efforts pour qu'il soit satisfait, mais ça ne le fait pas payer, en fait, on est en train de jouer la banque pour lui et on avance la TVA pour lui. Donc, en fait, c'est une triple douleur. Donc, moi, une de mes recommandations, c'est de réfléchir quand on travaille son offre de service, son offre de produit et les conditions générales et les conditions de contrat, c'est de réfléchir à diversifier le plus possible les clients pour pouvoir s'adresser à des clients, et on peut peut-être regarder le slide après, à des clients qui représenteront peut-être moins de chiffre d'affaires mais qui paieront bien parce que ce sont des plus petites sociétés ou parce qu'on a un contact privilégié. Alors, en discutant avec Mathieu pour la préparation de ce webinaire, je suis arrivée avec cette proposition de matrice, qui est la matrice BCG, mais c'est la matrice BCG du chiffre d'affaires par rapport à la vitesse d'encaissement. Pour synthétiser, pour moi, il y a 4 types de clients et en tant que responsable CS ou CEO, ou fondateur ou responsable financier, on ne doit pas avoir peur d'avoir des discussions sur les bons clients et les mauvais clients. Ceux qui sont en haut à droite, c'est ce que j'appelle les clients flagship. Donc, c'est souvent, on lance un produit, on a la chance d'être référencé par Deleuze, enfin, peut-être pas Deleuze dans ce moment, pour le moment, mais imaginons qu'on a la chance d'être référencé par Deleuze, on se dit on a de la chance quand même de rentrer dans les rayons Deleuze, il est normal qu'on se plie à toutes leurs exigences. Ben, la réponse est oui, ok, on a souvent besoin d'avoir quelques clients flagship, mais il faut les limiter, parce que souvent, avec eux, on est soumis à des conditions générales et à des conditions de contrat qui sont relativement peu négociables. Et donc, la seule issue pour nous dans ces cas-là, c'est de multiplier les factures, de faire un peu de chantage affectif au téléphone, d'envoyer des recommandés et de continuer à diversifier son offre. Donc, ceux-là, en haut à droite, il en faut, mais c'est surtout pour avoir une belle réputation et pour montrer sur le marché qu'en fait, on a une valeur ajoutée. Ceux qui sont en bas à droite, c'est-à-dire ceux qui représentent un chiffre d'affaires faible et un délai d'encaissement élevé, en général, on s'en rend compte après avoir bossé une fois ou deux avec eux. Ceux-là, on n'en veut pas. Les relancer par téléphone, ça va poser problème. Comprendre pourquoi ils payent, parfois, la réponse, elle est simple. Ils ne payent pas. Ils payent quand ils ont de l'argent. Ils ne payent pas quand ils n'en ont pas. Donc, en fait, parfois, avec ces clients-là, il est intéressant de se renseigner quant au fait qu'ils soient en risque de faillite ou de PRJ, parce qu'évidemment, une fois qu'on rentre dans ces phases-là, l'argent, vous le récupérerez beaucoup plus difficilement. Alors, je laisse le dernier pour la fin. Ceux qui ont un chiffre d'affaires relativement faible dans l'ensemble de votre chiffre d'affaires, mais qui ont des délais d'encaissement assez rapides, on les aime bien, mais quand il y en a beaucoup, il faut faire attention, parce que la charge administrative, pour pouvoir gérer un nombre massif de clients, je pense surtout au SaaS, elle est vite importante. Et donc là, je donnerai la main à Diego à toutes les solutions SaaS. Tout ce qui est automatisation va nous permettre finalement de pouvoir récupérer le cash beaucoup plus facilement.
Et ceux que moi, je demande toujours qu'on travaille en premier, c'est ce que j'appelle nos chouchous. Ceux-là, on en veut beaucoup. Ils représentent un chiffre d'affaires élevé et ils payent rapidement. C'est les clients qu'on veut garder, c'est les clients qu'on veut soigner aux petits oignons parce qu'en général, ce sont nos meilleurs ambassadeurs pour le développement de notre business. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en termes de bonnes pratiques. Un grand merci, Karine. C'est génial parce que je vois déjà des commentaires qui disent que c'est super intéressant. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Il n'est pas encore trop tard pendant tout le webinaire. On pourra revenir à la fin d'ailleurs sur certaines questions pour lesquelles on pourrait revenir dessus. Et de toute façon, comme je l'ai dit au début, on fera de toute façon le suivi après le webinaire de tous ces points. Un grand merci, Karine, en tout cas. Je propose maintenant qu'on passe à Arnaud Anger, qui va nous parler des différentes solutions de financement court terme donc proposées par les banques. Rebonjour à tous. Si tu peux changer de slide, Mathieu. Oui. Merci. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 solutions que les banques vont classiquement, que ce soit le Belfus comme la mienne, et de préférence évidemment, mais que ce soit ING, CBC ou BNP vous proposer pour financer vos besoins en court terme. Donc on a 3 solutions classiques qui sont le crédit de caisse, le straight loan et le factoring. Vous connaissez sans doute l'un ou l'autre de ces produits, mais on va ici les aborder un peu plus longuement, même si ça reste à course. On a fait 10 minutes pour présenter les 3 solutions. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas donc à les renseigner en commentaire. On y reparlera par la suite. On va commencer par le crédit de caisse. Alors, le crédit de caisse, finalement, c'est la solution que vous connaissez sans doute le mieux et qui est la plus classique. C'est une facilité de découvert que vous pouvez très bien avoir vous-même à titre privé sur votre compte de particulier. C'est donc la possibilité de pouvoir aller en négatif avec un maximum, donc une ligne maximum de crédit de caisse qui est renseignée et qui est négociée avec votre banquier. Alors, bien souvent, cette ligne va dépendre du bon vouloir de votre banquier d'une part, de la relation que vous avez avec lui, de votre santé financière et évidemment aussi des garanties que vous pouvez apporter. Classiquement, on vous laisse à découvert d'un montant relativement faible assez facilement dans l'entame de la relation avec votre banquier. Et si vous voulez un montant plus important, vous devez évidemment négocier avec lui et pouvoir lui apporter des garanties. Je ne vais pas parler trop longuement ici des garanties. Si vous voulez en parler par la suite, on peut le faire, mais souvent le fonds de commerce ou parfois des garanties plutôt privées, si vous voulez des montants importants. Et donc, le fonctionnement, il est lequel? Vous voyez ici dans le graphique cette ligne orange qui représente finalement le besoin en fonds de roulement que Mathieu a évoqué en introduction. Et donc, si vous avez un crédit de caisse suffisant, et dans le graphique ici, on n'a pas renseigné le montant maximum, donc ici on a suffisamment de crédit de caisse, vous allez payer de l'intérêt pour tous les montants qui se retrouvent en dessous de la ligne bleue. Donc, ce sont des intérêts qui sont calculés au jour le jour sur le montant en débit. Et donc, chaque jour, les intérêts s'accumulent. Et lorsque vous passez en positif, évidemment, vous n'avez plus de paiement d'intérêt à effectuer. Cette ligne, donc, elle a un plafond qui est négocié au début, comme je l'ai renseigné. Elle a cet avantage d'être très flexible parce que, comme je l'ai dit, vous payez un intérêt au jour le jour sur le montant que vous utilisez réellement et qui est en négatif. Ce qui n'est pas le cas pour votre positif. Par contre, ça a évidemment l'inconvénient d'avoir un coût plus élevé. Alors, petit cocorico, mais Belfus vient de revoir ses taux en crédit de caisse qui sont nettement moindres qu'auparavant, mais ça reste quand même relativement plus cher que les solutions que je vais évoquer par la suite. Une deuxième solution qui est aussi très populaire, c'est le straight loan. Donc, le straight loan, à la différence du crédit de caisse, n'est pas aussi flexible, mais plutôt fixe. Et il s'agit en fait d'une avance de fonds. Donc, pareillement, ici, vous négociez avec votre banquier un montant de straight loan que vous voulez voir mis à disposition de votre entreprise. Ça peut être un montant, je vais inventer ici 200 000 euros par exemple, ou 150 000 euros dans l'exemple qu'on a repris ici, et que vous pouvez tirer dans son entièreté comme dans l'exemple ici, ou vous pouvez tirer aussi partiellement en fonction des besoins que vous estimez. Alors, comme vous le voyez, ici, on a repris aussi la ligne orange qui est le besoin en fonds de roulement, donc vos besoins calculés au jour le jour. On voit qu'au début, les premiers jours, vous n'en avez pas besoin, vous êtes en trésorerie positive. Par contre, par la suite, vous avez besoin d'un montant plus important de trésorerie et donc vous activez votre straight loan à partir du jour 5. J'ai pris ici donc l'exemple où on mettait le maximum de 150 000 euros et finalement, vous recevez 150 000 euros sur votre compte.
Ce qui veut dire que votre situation sur votre compte, finalement, est un petit peu comme si la ligne bleue était devenue la ligne grise en bas. Hein, et vous retrouvez donc avec une utilisation maximale de ce compte et de ce straight loan en jour 7. Et puis les jours suivants, vous avez des rentrées de paiement de vos clients, donc vous avez un peu moins besoin de fonds. Mais pendant ce temps-là, votre straight loan a quand même été, lui, tiré pour une période prédéterminée. On fait souvent, classiquement, un mois ou ça peut être plus long. Et donc, malheureusement, l'inconvénient du straight loan est que quand vous regardez les jours 8, 9, 10 et ainsi de suite, vous avez finalement tiré un peu trop de straight loan par rapport à votre besoin réel. Et donc, vous allez quand même payer de l'intérêt sur le montant de la ligne de straight loan que vous avez tiré finalement pour rien. L'avantage, par contre, du straight loan, c'est qu'il est vraiment moins cher. C'est la solution la moins chère qui existe pour le financement court terme. On va classiquement travailler sur base de l'Euribor, qui est le taux de référence des prêts actuels, plus une marge qui est définie en fonction de votre profil et qui est définie avec votre banquier. Donc vraiment, quand on compare les deux solutions, typiquement le credit case, c'est le plus flexible, mais c'est plus cher. Le straight loan est le moins flexible, mais moins cher. À côté de ces deux solutions classiques, nous avons une troisième solution qui est le factoring. Alors, le factoring est une solution qui fait intervenir trois intervenants, finalement. D'abord, vous voyez le client-fournisseur qui est vous, dans le cas présent. Belfus Commercial Finance, qui est donc la société de factoring, comme ça existe aussi chez CBC, BNP et ING. Et ensuite, votre débiteur, votre client. Si on veut un peu expliquer comment ça fonctionne, donc avec ce schéma, donc vous êtes vos clients, vous prestez ou vous livrez vos biens dans l'étape 1, donc vers vos clients directement. On n'intervient évidemment pas là-dedans. À l'étape 2, par contre, on va demander à ce que vous fournissiez au facteur un listing avec vos factures. Alors, ça peut se faire de façon Excel, de façon relativement manuelle, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là et on travaille plutôt avec des intégrations de logiciels de comptabilité pour nous fournir en fait les factures que vous avez envoyer plutôt à vos clients dans une période donnée. Ça peut être un envoi tous les jours de ces factures ou tous les semaines ou tous les mois en fonction de votre rythme de facturation. Et comme l'a très bien dit d'ailleurs tout à l'heure ma collègue, plus vous facturez rapidement, au plus vite vous avez du cash et au mieux vous êtes quand même dans une situation de trésorerie positive. Donc, en contrepartie de ce fichier, vous allez recevoir un préfinancement du montant des factures qui ont été renseignées, classiquement de 75 à 85% en fonction de la solution que vous avez choisie, parce qu'il y a différentes options possibles. Vos clients, donc les débiteurs, ne doivent plus payer chez vous, mais payent bien chez le facteur, un compte qui est dédié totalement à votre entreprise, et ils vont donc payer sur ce compte en remboursement finalement de l'avance qui a été donnée. Et si le paiement n'a pas lieu, le facteur va s'occuper du recouvrement. Mais ici, je parle bien de recouvrement commercial, parce que Diego va après parler de recouvrement plutôt juridique et commercial. Je pense qu'il fait les deux, mais le facteur classiquement fait le recouvrement plutôt commercial, et pour le juridique, c'est une option complémentaire ou souvent qui peut se compléter avec des solutions comme celle de Diego. Et donc, cette solution, finalement, c'est une solution qui est intégrée, qui vous permet de suivre au plus près votre chiffre d'affaires. Et comme vous le voyez ici, donc vous avez en ligne orange, ici, on ne parle plus de besoin de fonds de roulement, mais bien de chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires qui évolue au jour le jour ou de semaine en semaine en fonction de votre activité. Et vous voyez en dessous la ligne grise qui reprend la ligne de financement. Et donc, comme vous le voyez dans le schéma ici, vous avez des moments où vous facturez un peu plus, mais ce qui est très bien avec le factoring, c'est qu'il va directement s'adapter aux besoins que vous avez et au chiffre d'affaires que vous émettez. Et donc, quand vous avez des moments de l'année où vous avez une activité plus intense, le factoring va vous financer plus. Tout comme, à contrario, quand vous avez des périodes un peu plus calmes et où vous avez finalement moins besoin de ressources, il va aussi financer moins parce qu'il s'adapte directement au chiffre d'affaires que vous émettez. Et si je fais un petit résumé sur la gauche des différents... Oh, tu peux rester là, Mathieu. Des différents... Non, sur le slide d'avant, si tu veux bien. Des différentes caractéristiques du factoring. Mais donc, c'est un financement qui est corrélé sur l'évolution du chiffre d'affaires. Le coût du financement est faible. C'est intéressant de savoir qu'il regroupe un peu les avantages des deux précédentes solutions, à savoir que le financement se fait de façon type crédit de caisse, donc avec cette flexibilité au jour le jour et un calcul d'intérêt qui se fait au jour le jour sur le montant que vous avez en débit chez le facteur, mais à un taux de straight loan.
Donc, vous couplez les avantages des deux solutions que j'ai présentées auparavant. Par contre, effectivement, il y a un complémentaire pour le service qui va être d'autant plus important que le service demandé est important. Il faut savoir que les solutions factoring sont tout à fait adaptables. On peut intégrer, comme je l'ai dit, le suivi commercial, on peut intégrer le suivi juridique, on peut intégrer le lettrage des paiements, tout comme on peut intégrer aucun de ces services. Et donc, plus de services est demandé, plus le coût est cher, évidemment, et inversement. Et un autre avantage encore, effectivement, il demande très peu de garantie. La garantie principale qui est demandée, c'est de vous engager à ne pas frauder. Ça peut prêter à sourire ou ça peut surprendre certains d'entre vous, mais il y a déjà eu des cas, évidemment, où des gens faisaient des fausses factures pour obtenir plus de financement. Et donc, on demande un engagement quand même personnel de nos clients à ne pas entrer dans ce type de jeu-là. Mais en dehors de cela, il y a très, très peu de garanties qui sont demandées, voire pas du tout. Et donc, si on fait un résumé des trois solutions, donc le crédit de caisse, le gros avantage est qu'il est flexible, mais le désavantage est qu'il est plus cher et qu'il demande des garanties. Pour le straight loan, c'est quasiment l'inverse, donc moins cher. Par contre, il est fixe et il demande aussi des garanties. Le factoring, l'inconvénient, c'est qu'il demande quand même une intégration. Donc, il y a quand même une intégration qu'il faut faire avec cette création de fichiers, avec ce suivi d'envoi de fichiers pour obtenir le financement. Par contre, il est peu cher. Il offre des services complémentaires et il demande très peu de garanties. Arnaud, je me permets d'interrompre. Enfin, j'ai une petite question qui est tombée ici par rapport au factoring. Oui. On me demande quels sont en fait les critères qui vont impacter le coût en fait, que l'entreprise va payer. Quand je dis le coût, c'est son coût lié au financement, mais aussi le coût des services annexes donc de la solution de factoring. Oui. Alors, au niveau du financement, tout comme d'ailleurs pour les crédits sur le straight loan, ça va toujours dépendre un peu du profil de risque. Donc, au plus une entreprise est saine et en bonne santé, au plus elle va avoir un bon taux de financement. Tout comme, et c'est la spécificité du factoring, on va ne pas regarder que la qualité de notre client, mais également la qualité du portefeuille, parce que finalement, si le portefeuille de factures qui sont financées s'auto-remboursent par le paiement de vos débiteurs, il n'y a pas vraiment de situation de risque pour le facteur. Et donc, on va regarder la qualité de ce portefeuille et voir dans quelle mesure ce portefeuille est bien réparti, qu'il n'y a pas une trop grosse concentration sur l'un ou l'autre débiteur qui pourrait mettre en péril la qualité du portefeuille. On va regarder s'il n'y a pas trop de vieilles créances ou d'impossibilité finalement de récupérer les paiements des débiteurs, parce que là, ça mettrait évidemment aussi en risque cette situation de portefeuille auto-liquidatif. Et on va de toute façon un peu regarder toujours aussi quand même votre qualité, vous, en tant que profil de risque et donc de rating financier qu'on appelle ça. À côté de cela, pour la partie service, comme je l'ai dit, au plus vous demandez du service, au plus cela sera cher et inversement. Ok, parfait. J'ai aussi une autre question que j'affiche ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Oui, il y a une question aussi au niveau de l'assurance crédit pour le factoring. Oui. Alors, l'assurance crédit, tout à l'heure, je vous ai parlé justement des pourcentages de financement où j'ai dit 75% à 85%. Justement, si on intègre une assurance crédit dans une solution factoring, on va plutôt parler de 85% de financement que de 75%. Les assurances crédit, en fait, c'est le petit frère, voire le meilleur ami du facteur, parce que ça se couple parfaitement, dans le sens où, en cas, donc je reprends ce que j'ai expliqué juste avant, donc l'idée du facteur, c'est que le portefeuille s'auto-rembourse par le paiement des débiteurs, mais s'il y a à un moment donné un défaut de paiement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on va vers les solutions de Diego, soit on perd non seulement la créance, mais on perd le financement. La troisième solution, évidemment, c'est l'assurance crédit qui prend le relais et qui viendra intervenir dans le processus en remboursant finalement le facteur et donc indirectement vous également en cas d'insolvabilité présumée ou en cas de faillite de la part de vos débiteurs. Ces solutions sont non seulement, comme je dis, le meilleur ami du factoring, mais elles sont intégrables avec des assureurs crédits externes. On connaît les principaux acteurs sur le marché, Euler, Ducroix, Arcofas. Mais il y a aussi même une solution que chaque facteur bancaire peut vous proposer, qui est une solution intégrée, qui est une couverture qui est fournie directement par les facteurs. Parfait. J'ai une dernière petite question à Arnaud, parce que j'ai été en contact avec beaucoup de startups pour préparer ici ce webinaire, et j'ai beaucoup de questions, la même question qui revenait, c'était
dans quelle situation il faudrait plutôt opter pour le factoring ou plutôt pour le straight loan? Comment est-ce que tu pourrais conseiller ici nos auditeurs sur, dans leur situation, ou quels vont être les critères, en tout cas, d'opter pour l'une solution ou l'autre? Déjà, si on revient sur le tableau qui est affiché à l'écran, si on a déjà peu de garanties à fournir, c'est déjà plus facile d'opter pour une solution factor qu'une solution straight loan. L'autre point est très important, c'est que, comme je l'ai dit, le straight loan, il est fixe. Donc ça veut dire qu'un straight loan, vous allez négocier un straight loan avec les garanties équivalentes pour un montant, je reprends l'exemple de 150 000 €. Vous êtes une société qui est en croissance, qui a des besoins qui ne font que croître en termes de BFR qui ne fait que croître, pardon. Vous allez devoir retourner sur votre banquier, renégocier encore une nouvelle ligne, peut-être fournir d'autres garanties pour pouvoir avoir un nouveau straight loan qui correspond à vos besoins d'aujourd'hui. Le factoring a ce gros avantage d'être directement calqué sur l'évolution de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez besoin de 150 000 € en fonds de roulement, mais que demain, vous avez des grosses facturations parce que votre entreprise est en train de croître fortement, vous allez directement avoir un financement de, comme j'ai dit, à plus ou moins 80% sur ce que vous allez facturer. Et donc, sans devoir renégocier votre ligne avec votre banquier et lui fournir de nouvelles garanties, vous allez avoir un financement qui va être adapté à la réalité de votre entreprise. Parfait. Écoute, un grand merci à Arnaud. Encore une fois, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, on y répondra. Je propose maintenant de passer à Diego, qui va nous donner en tout cas les conseils et les bonnes pratiques en termes de suivi de facture. Diego, je te laisse donc la main. Super, merci Mathieu. Donc, trop cool que vous soyez venus si nombreux, si nombreuses aujourd'hui. Quoi de mieux pour digérer ou se relaxer que de parler d'un sujet aussi excitant et exaltant que le suivi de facture et le recouvrement. Donc, sans rire, je sais que je suis bien conscient que c'est une priorité et une passion pour peu d'entre vous, ce qui fera d'ailleurs l'objet de mon premier point, car c'est vraiment nécessaire d'avoir un bon process de facturation jusqu'à l'encaissement, surtout de nos jours avec le contexte économique actuel. Et si certaines d'entre vous comptent lever des fonds bientôt, sachez que les investisseurs font de plus en plus attention à ce point, donc il faudra absolument y penser si vous voulez scale, ce que je vous souhaite. Et petite parenthèse, parce que j'ai entendu pas mal de fois recover, recouvrement. Donc voilà, recover n'est pas une solution de recouvrement en tant que telle, mais bien un logiciel de suivi de facture qui inclut les étapes juridiques si besoin. On est donc une alternative qui peut être ou non complémentaire aux produits bancaires que Arnaud a présenté ou un assureur crédit. Mais le but premier de l'outil, c'est vraiment d'automatiser et optimiser toutes les étapes antérieures afin d'avoir besoin au moins possible des avocats et huissiers. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le constat global ici, c'est que le suivi de facture et recouvrement sont très, voire trop rarement quelque chose d'important aux yeux des entreprises belges. L'énorme erreur que beaucoup de boîtes font, en fait, c'est d'investir dans un bon process d'invoice to cash seulement quand elles voient leur délai de paiement s'accroître grandement sur une période X, ou qu'elles croulent sous les impayés et qu'elles ne savent plus quoi faire pour récupérer leur argent. Et là, elles se disent c'est peut-être le moment d'investir là-dedans. Et malheureusement, parfois, il est trop tard. Donc cela se confirme dans les chiffres, car cette mauvaise gestion de facture, Mathieu, donc toi tu parlais de 25%, mais c'est même la raison principale de 33% en fait des faillites chez les PME en Belgique. Donc j'ai bien dit raison principale, une faillite est toujours provoquée par un ensemble de composantes à un moment T. Mais donc c'est une vraie problématique en Belgique, car les entreprises ont une forte tendance malheureusement à payer en retard, comme partout en Europe, c'est pas juste chez nous. Mais donc chez nous, plus de la moitié des factures en 2021 étaient payées en retard, et c'est un chiffre encore plus élevé aujourd'hui avec ce contexte économique. Donc un tout dernier chiffre, puis j'arrête, mais que vous compreniez bien l'impact que peut avoir des impayés sur votre liquidité. Si je prends la marge bénéficiaire belge moyenne, qui est de plus ou moins 15%, ne pas récupérer une facture de 1 000 € représente une perte directe de 850 €. Donc, il faudra que vous facturiez plus de 5 500 € et que vous récupériez ce montant juste pour rattraper la perte engrangée par cet impayé. Et ici, je compte même pas le temps ni l'argent que vous avez investi là-dedans. Donc voilà, je me permets d'insister sur ce point car je vois presque tous les mois dans notre CRM des entreprises qui se mettent en faillite quelques mois ou années après nos premières discussions,
ou des CFO qui partent en burn-out à cause de délais de paiement et impayés qui ne font que s'accroître. Donc en résumé, facturer c'est bien, mais être payé c'est bien mieux. Donc heureusement, Matt, tu peux passer. Merci. Heureusement, donc il y a plein de bonnes pratiques, plus ou moins faciles à mettre en place. Donc Karine et Arnaud en ont déjà énuméré quelques-unes. Je vais faire en sorte de pas trop me répéter. D'ailleurs, pour compléter les conseils de Karine sur la facturation, mais la première bonne pratique, c'est de passer à la facturation électronique. Donc, énormément d'outils la proposent déjà. Sachez qu'elle sera rendue obligatoire pour tous les marchés publics en B2B le 1er mai 2023, donc dans 2 semaines. Et tous les marchés suivront bien à un moment. Donc, pour rappel, la facturation électronique, c'est le fait de générer ces factures sous un format UBL, aussi appelé format type XML ou via le réseau PayPal. Donc peut-être que certains en ont déjà entendu parler ou l'utilisent, mais ce format en fait permet la lecture et l'encodage automatique des données factures et clients par n'importe quel logiciel qui supporte ce format. C'est donc un énorme gain de temps pour vous et votre comptable, ce qui allégera sûrement ces factures. Donc choisissez un outil de facturation qui est intégré au logiciel de votre comptable. Deuxièmement, donc Karine l'a introduit et je vais reprendre ce point. Assurez-vous d'avoir mis en place des rappels automatiques. C'est vraiment le minimum. Ça peut paraître bateau, mais croyez-moi que la majorité des boîtes n'ont même pas ça en place. J'ai pas vu une seule boîte qui a grandi sainement en termes de suivi de facture sans avoir mis en place des plans automatisés de rappel. Mais vous verrez qu'en ajoutant de la personnalisation, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Donc j'entends souvent des entreprises qui me disent non mais Diego, moi je préfère le faire moi-même sur Outlook ou mon Gmail et vraiment personnaliser le mail car je trouve que ça marche mieux. Et je réponds toujours mais oui tu as raison, hein. Moi je te propose juste d'automatiser ça en tenant compte de toutes tes recommandations personnelles et t'éviter à l'avenir de passer 10 minutes par mail pour chaque client en retard. Parce que dites-vous bien que tout ce que vous écrivez sur le côté, sur votre Gmail ou Outlook ou autre, eh bien, un logiciel bien paramétré pourra le faire pour vous sans que vous deviez même y penser. Donc de plus, ce sont rarement les tâches qu'on apprécie le plus. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on oublie de le faire. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder actuellement ce que votre logiciel permet de faire en termes d'automatisation et de personnalisation. Alors, troisième bonne pratique, c'est ce que j'appelle les rappels 3.0. Donc pareil, je vais compléter ce que tu disais, Karine. Ici, on parle de rappels boostés, puissants, qui donnent presque envie de payer les factures. Car il faut bien se dire que payer des factures, c'est une passion pour personne. Même moi qui travaille dedans, j'ai toujours du mal à aller payer ma facture Proximus à temps. Donc il ne faut pas hésiter à tout faire pour faciliter le chemin et enlever tous les obstacles au paiement. La plupart des débiteurs sont honnêtes et veulent payer, mais le chemin n'est pas toujours idéal pour eux. Donc une bonne pratique, c'est d'ajouter un QR code ou d'autres moyens de paiement dans tous vos rappels. Ajouter également un portail client où je pourrais consulter toutes mes factures et les payer également en un clic. Et ajouter idéalement aussi le PDF de la facture originale, si celui-ci ne se trouve pas sur le portail client. Ensuite, en petit bonus, vous pouvez varier les canaux. N'hésitez pas à envoyer des rappels par mail, post, SMS, WhatsApp en fonction. Non, tu peux rester au point 3. En fonction de votre typologie de client. Et en fait, ça vous évitera toutes les excuses du non, mais j'ai pas reçu ma facture. Si, elle est dans ton rappel, t'en fais pas. Ou alors, pouvez-vous me renvoyer toutes mes factures chez vous car j'en ai besoin pour ma déclaration de TVA. Là, vous pouvez juste lui dire va sur ton portail client, tu vas trouver toutes tes factures. Donc, c'est un vrai gain de temps pour vous et un gain d'efficacité. Alors, le quatrième point, maintenant que vous avez tout votre processus de suivi en main, il vous reste à gérer les paiements quotidiennement afin d'être sûr de ne pas embêter quelqu'un qui a déjà payé et d'avoir aussi une vue en temps réel sur votre trésorerie. Donc là, choisissez un outil qui est intégré à Codabox ou Ponto afin de réconcilier automatiquement vos paiements rentrants aux bonnes factures. En plus, pour toutes les entreprises qui externalisent leur compta chez une fiduciaire, cela vous permettra d'avoir une vue en temps réel sur votre trésorerie sans l'aide de votre comptable. Car c'est un obstacle des plus souvent, les plus courants que j'entends au suivi de facture, c'est j'envoie très peu de rappels car ma compta n'est pas à jour. Là, voilà, là, elle le sera, ce ne sera plus une excuse. Donc, le cinquième point, j'imagine que vous avez plusieurs types de clients, des clients stratégiques, des clients privilégiés qui sont des amis ou des très anciens clients. N'hésitez pas à communiquer de manière différente avec eux. Exactement comme vous feriez si je vous demandais de leur écrire un mail de rappel maintenant à chacun.
Par exemple, une histoire véridique, un collègue à moi la semaine dernière m'expliquait qu'il était client dans une boîte de télécom depuis plus de 10 ans et en 10 ans, pas une facture en retard. Et après son premier retard, lui et sa femme reçoivent chacun un SMS directement le jour même du retard pour demander de payer. Puis le lendemain, pareil, ils reçoivent tous les deux un mail de rappel un peu plus agressif. Tout ça pour qu'ils se rendent compte qu'en fait la facture était payée et qu'ils n'avaient pas enregistré le paiement. Et donc là, ils l'ont vraiment traité comme un client lambda qui est arrivé la semaine passée, alors qu'ils étaient clients depuis plus de 10 ans. Bah, résultat, il a commencé à regarder les prix des concurrents dès le lendemain. Et donc voilà, vous pouvez vraiment générer des revenus et surtout éviter d'en perdre en segmentant et en humanisant votre credit management. Autre chose, quand je parle d'humaniser son credit management, c'est, comme j'ai dit plus tôt, tous les clients en retard ne sont pas forcément malhonnêtes. Certains ont de vrais problèmes financiers et donc ont du mal à payer certaines factures alors qu'ils ont envie, ils sont de bonne foi. Mais pour ces cas-là, envoyer l'avocat ou l'huissier et faire doubler le montant de la facture ne va rien arranger, que du contraire. Donc là, prenez contact avec votre client, surtout si celui-ci avait l'habitude de vous payer à temps, et proposez-lui un plan de paiement. Certains outils comme Recover vous permettent même d'automatiser le suivi de ces plans de paiement et d'envoyer des rappels automatiques et personnalisés sur base du respect de ces échéances ou non. Et alors, mon tout dernier point va reprendre donc, tout ce que je viens de vous présenter en y ajoutant la mise en demeure, les parties légales et du reporting. Donc, c'est capital de facilement savoir dans quelle étape se trouvent mes factures et quelle action prendre dans quel cas, afin de ne jamais se sentir perdu et impuissant, car c'est vraiment la plus grosse erreur en suivi de facture et recouvrement, c'est de rien faire et d'attendre. Parce qu'au plus vous attendez, au moins vous avez de chances de recouvrer quoi que ce soit. Donc, rédigez un processus clair pour tout le monde, de l'émission de votre facture jusqu'au paiement, en incluant la mise en demeure et les parties juridiques pour les dossiers les plus litigieux. Et donc voilà, des outils comme Recover vont vous permettre de faire tout ça à faible coût et avec un temps de paramétrage de moins de 2 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter après la présentation si ça vous semble pertinent pour vos entreprises. Et ici, là, je vais juste passer le petit Oui, test. Diego, je me permets juste de t'interrompre. Il y a une question intéressante d'une de nos auditeurs. Ouais. Je vais l'afficher ici et je vais même faire entrer également Karine dans l'arène. On ne sait jamais que Karine veuille aussi intervenir. Donc, je me trouve dans une situation où les gros clients payent systématiquement en retard, mais je n'ai pas la force de frappe pour leur imposer les pénalités, les intérêts de retard qui me sont dus. Que faire? C'est un témoignage assez intéressant parce qu'on entend ça assez souvent, hein, le côté, on entendait Karine parler de David et Goliath, etc. Donc c'est vraiment l'idée, c'est comment faire face à ces gros clients. On est très fiers d'avoir des gros clients, mais comment est-ce qu'on gère ça derrière? Ouais, mais donc ici, c'est par crainte que ce client arrête de commander chez vous. J'imagine que vous ne demandez pas des frais de retard parce qu'il n'y a aucune corrélation dans la loi belge entre la taille d'une entreprise et son droit à des frais de retard. Donc la loi belge en B2B vous donne droit à un taux de 8% d'intérêt de retard annuel plus une clause pénale minimale de 40 euros. Donc ça, c'est en B2B et vous ne devez même pas le préciser dans vos conditions générales. Parce que ça, j'imagine, c'est le cas pour vous. C'est du B2B. En B2C, pour les autres, si jamais il y en a, vous devez absolument le stipuler dans vos CGV. Mais donc ici, moi, je jouerai d'abord la carte de la communication, prendre contact avec ce client, lui faire savoir qu'il paye, je sais pas, 60, 90 jours de retard, alors qu'il est censé me payer à 30 jours, comprendre pourquoi, voir ce que lui peut faire en interne pour régler le souci qui vous handicape et qui n'est pas correct. Et ensuite, jouer la carte aussi de l'automatisation. Donc, lui dire que maintenant, vous allez mettre en place des rappels automatisés avec frais de retard, que vous allez externaliser même cette gestion de rappels. Comme ça, lui, il va se prendre 1, 2, 3 rappels. Vous pouvez même signer service comptabilité au deuxième rappel, service recouvrement au troisième avec des frais de retard. Comme ça, vous pouvez aussi vous dédouaner en disant, voilà, c'est pas moi, c'est la machine, car ces intérêts vous sont dus. Et vous, ici, votre but, c'est vraiment de générer une réaction de votre débiteur. Quitte à ce qu'il paye juste la facture et pas les frais, c'est pas grave, mais au moins, vous allez l'éduquer et les prochaines fois, j'imagine qu'il payera, on espère, plus rapidement.
Merci, Diego. Je permets d'enchaîner avec une autre question. Ouais. Donc qui parle, tu en as parlé d'ailleurs de l'automatisation des rappels, mais la question c'est, est-ce que cette automatisation peut prendre en compte justement des contextes variés? Donc le commercial demande de ne pas relancer, et cetera. Ouais, donc ça, par exemple, dans notre application, en tout cas, chez Recover, vous pouvez mettre en pause un ou plusieurs, débiteurs. Vous pouvez donner accès à la plateforme à plusieurs équipes, donc pas juste l'équipe, finance, mais également l'équipe commerciale. Donc on a beaucoup de clients qui utilisent, notre application, donc leurs commerciaux l'utilisent et si jamais, comme vous dites, un commercial a un souci avec un client qu'il connaît, eh bien, il peut mettre en pause ce client pendant un temps, pendant 1 ou 2 mois avec une raison. Comme ça, l'équipe finance peut aussi voir, pourquoi est-ce qu'on a mis, ce client en pause et alors automatiquement, le suivi va reprendre, une fois que la pause, sera finie. Parfait. Diego, donc on passe à ton test ici. Je propose juste qu'on ne traîne pas trop, juste pour garder le timing. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ce qu'on se disait, hein. Ici, on peut passer aux questions. Juste peut-être laisser, le test là visible pour ceux Ouais, qui veulent y tout à fait. répondre et je donnerai les réponses juste après, ouais. Ok, tout à fait. On republiera le test aussi par après. Ouais. Je propose aussi qu'on revienne sur ce point-là. Euh, Peut-être juste un petit point, ce que vous devez aussi vous demander, comment au sein de Digit89, alors je vais rajouter tous les participants, comme ça tout le monde est là. Vous venez vous demander comment, au sein de Digit89, on traite, en tout cas, on a choisi de traiter cette problématique. Mais on est parti exactement du constat qu'on a discuté aujourd'hui, que les longs délais de paiement des clients ont un impact assez important. Et on a eu vraiment cet autre constat qu'en général, quand les entreprises, les clients étaient de relativement grande taille, ces délais de paiement étaient souvent plus longs. Et on a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait faire profiter aux fournisseurs le fait que ce client est de grande taille et donc souvent avec une forte solidité financière. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir en fait ces grosses entreprises et on leur demande de nous transmettre toutes les données des factures qu'ils ont reçues de leurs fournisseurs. Donc, toutes les factures que vous avez émises à vos clients, nous, on va chez vos clients et on leur demande de nous transmettre toutes ces informations sur notre plateforme. Et puis ensuite, on invite tous les fournisseurs de cette entreprise à venir se connecter sur leur espace, sur l'espace Digit89. Et alors, ils vont pouvoir faire deux choses. Alors, d'une part, vous allez pouvoir venir voir vos factures, c'est-à-dire voir ce qui se passe chez votre client, donc suivre le traitement de vos factures. Est-ce que ma facture a bien été réceptionnée par mon client? Est-ce qu'elle a bien été encodée dans la comptabilité avec le bon montant chez mon client? Et surtout, où en est mon statut d'approbation? On parlait beaucoup du suivi des factures. On a entendu Karine beaucoup parler du suivi de la facturation, Diego également. Ici, ça va vous permettre d'avoir justement, de voir ce qui se passe chez votre client. Est-ce que ma facture est approuvée? Parce qu'une facture qui n'est pas approuvée quelques jours avant l'échéance, elle a peu de chances d'être payée à l'échéance. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément qu'on permet, c'est qu'on permet à tous les fournisseurs, dont ici les auditeurs, de sélectionner les factures de leur choix et de pouvoir recevoir le paiement presque immédiat de la part de Digit89. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous choisissez selon vos besoins. Donc si vous avez un besoin de 10 000 euros, vous sélectionnez pour 10 000 euros de facture. Vous choisissez à quelle date vous souhaitez être payé et Digit89 va vous faire une offre, c'est-à-dire va vous proposer de vous les payer à la date souhaitée en échange d'1% de votre facture. Alors, je dis 1%, c'est en moyenne 1%, donc on parle bien d'une discount sur la facture. Ce qui est juste important au niveau de Digit89, c'est les 3 points ici sur la droite. C'est le fait que c'est initié par vos clients, c'est-à-dire que vous l'aurez compris, nous on fait un travail en amont avec vos clients. Et l'avantage que ce soit initié par vos clients, d'une part, ça vous facilite la tâche puisque toutes les données proviennent de votre client. Mais nous, au moins, on est certain que les données reçues de vos clients, c'est des factures que vous leur avez transmises, des factures qu'ils ont approuvées. Et donc, derrière, on a cette certitude et ça nous permet aussi de reporter le risque uniquement sur base de vos clients. C'est-à-dire que peu importe votre taille, votre situation financière, vous allez avoir accès à notre service au même prix que tous les autres fournisseurs. Nous, tout ce qui compte, c'est la santé, c'est la situation financière des clients qu'on plug sur la plateforme. L'autre élément important pour Digit89, c'est le côté en cas de besoin. C'est-à-dire que vous utilisez notre solution lorsque vous en avez besoin, c'est-à-dire que l'accès est gratuit, vous allez payer uniquement quand vous demandez un paiement anticipatif.
et surtout un paiement anticipatif des factures de votre choix. On n'a pas toujours besoin d'un gros montant de trésorerie, on n'a pas tout le temps, toute l'année besoin de la trésorerie. Et donc, c'est vraiment quand il y a un besoin de trésorerie, vous avez la possibilité de recevoir votre cash instantanément. Et le dernier élément important, c'est le côté définitif, puisque comme nous, l'information provient de vos clients, on sait qu'on va pouvoir vous faire les paiements uniquement des factures approuvées par votre client. Et donc, derrière, on a une politique de sans recours, c'est-à-dire qu'on vous paye définitivement votre facture. Vous ne devez pas faire le recouvrement derrière et vous n'avez plus de risque de retard de paiement. Donc ça, c'est la manière dont Digit89 tente de répondre en tout cas à cette problématique. Voilà, mais ça c'est pour faire le petit fil rouge par rapport au début de la présentation. On avait parlé du besoin de fonds de roulement. Voilà, l'objectif ici avec Digit89, c'est vraiment d'aller mettre cette date de paiement de vos clients le plus tôt possible pour réduire le besoin de fonds de roulement. Je propose, alors j'ai quelques questions qui sont passées dans le blog. Je propose peut-être d'en passer une ou deux en revue. Peut-être question au niveau de Arnaud. J'avais une question ici concernant le minimum de chiffre d'affaires requis pour pouvoir avoir recours à du factoring. Oui, en fait, ça a changé, ça varie aussi d'un facteur à l'autre, mais classiquement, on est plutôt sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Après, il y a des possibilités à partir de 500 000 euros, mais c'est un contrat un peu différent qui est adapté aussi à cette entreprise de cette taille-là, mais qui a peut-être un peu moins d'options que ce que j'ai présenté auparavant. Ok. Et pour que nos auditeurs comprennent, la raison en fait de devoir au final un peu caper, mettre une limite vers le bas, en tout cas en termes de volume de chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est dans la mise en place de la solution? Oui, oui, en fait, ça demande quand même pas mal de ressources aux facteurs pour mettre en place le système. Système, comme j'ai dit, qui n'est pas fastidieux pour les clients, mais de l'autre côté, au niveau banque, ça demande quand même un certain nombre de ressources. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un seuil de rentabilité minimum pour la banque pour le mettre en place, tout simplement. En fait, Il n'y a pas vraiment d'autres éléments que celui-là. Ok. Parfait. Moi, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois chez des clients dans cette société où j'étais CEO, on vous prend vraiment par la main pour la mise en place du factoring. Donc, c'est super important. Et pour rebondir avec ce que dit Diego, c'est souvent un argument à utiliser vis-à-vis des clients parce que dès qu'on recourt à un factor ou qu'on recourt à un Recover ou à d'autres solutions, il y a une communication officielle qui explique aux clients que à partir de maintenant, on travaille avec le factoring de Belfus, on travaille avec Recover, et donc c'est normal de recevoir des mails de rappel, c'est normal de recevoir différentes choses. Ça aide, ça permet en tout cas aux commerciaux qui parfois confondent un peu le cash pour la société avec la relation client, ça permet de dissocier et d'avoir des relations beaucoup plus saines en remettant la discussion au bon niveau. C'est-à-dire, c'est pas qu'on en veut aux clients qui ne payent pas, c'est que si on n'a pas son cash, on ne pourra pas continuer à l'approvisionner. Ça permet de se dédouaner effectivement, parce que c'est parfois un problème pour un patron d'entreprise d'appeler son client, d'essayer d'obtenir une nouvelle commande chez son client et en même temps lui demander de payer une facture qui reste en souffrance. Oui. Et donc, effectivement, ça permet de dire à son client, moi, les factures de rappel, les rappels, pardon, c'est pas moi qui les gère, les factures qui sont à payer, tu vois ça avec le facteur, et moi, je te parle uniquement commercial. Ça permet de dissocier les choses, effectivement, je confirme. Je fais suite aussi à une autre question qui est, je pense, dirigée vers Diego. Diego, donc, tu as mentionné pas mal de bonnes pratiques pour le suivi des factures. Si on devait en retenir une, en tout cas une par laquelle il faudrait commencer, tu recommanderais de démarrer par quoi? Parce que c'est toujours bien de savoir par quoi on peut commencer. Tu es en mute. Tu es en mute. Ouais. Donc, tout d'abord, il faut mettre sa comptabilité à jour afin d'avoir une vue correcte sur sa trésorerie. Qui me doit quoi, quand, quel est mon volume de factures en retard, à combien de jours et combien de temps je passe sur mon suivi de facture. Parce que le but ici, c'est de voir si le suivi de facture est un pain pour vous. Est-ce que j'ai un grand nombre de factures en retard? Est-ce que je passe beaucoup de temps à mon suivi? Car oui, je ne vous demande pas d'investir énormément dans votre processus d'inbound to cash si vous n'avez jamais de retard de paiement, que vous émettez 10 factures par mois et que vous ne comptez pas grandir. Donc, je ferai ça. Et ensuite, je mapperai mon process
de facturation jusqu'à l'encaissement. Quels outils j'utilise? Sont-ils intégrés à d'autres outils? Est-ce que j'envoie mes rappels automatisés? Après combien de jours? Quel est mon résultat après ces rappels? Je fais quoi? Est-ce que j'envoie une mise en demeure? Est-ce que j'ai des partenaires juridiques, etc. Et alors, en fonction de l'efficacité de ce processus, je commencerai par optimiser en fonction des 6 bonnes pratiques que j'ai données, facturation électronique, automatisation, rappel boosté, QR code, etc. Parfait. Écoutez, on est parfaitement dans les temps, parce que je vois qu'il est 13h29. Merci en tout cas à tout le monde, enfin à tous, pour avoir participé à ce premier webinaire organisé par Digit89. J'espère qu'en tout cas ça a été intéressant et que l'audience, en tout cas nos auditeurs, ont déjà eu des bonnes clés pour améliorer leur trésorerie court terme. N'hésitez surtout pas, je le dis encore, à poser vos questions dans le chat ou en commentaire de l'event. On fera le suivi. Donc voilà. Un grand merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à toi, Mathieu. Merci Bon après-midi beaucoup. à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.